Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 novembre 2017. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Le Premier ministre, le gouvernement de la République a déposé ce mercredi le projet du budget exercice 2018 à la Chambre basse du Parlement. Au président de l'Assemblée nationale, Lobami Nakou, nous serons en ligne depuis le Palais du Peuple. Vous suivrez le ministre du Budget, Pierre Kangoudia, qui a accordé une interview à la presse au sortir de cette audience. Et puis, journée ville morte mercredi à travers toute la République démocratique du Congo. Kinshasa s'est réveillé timidement. Toutes les activités ont tourné au ralenti dans la capitale, mais aussi dans différentes villes du pays. Au moins 25 personnes interpellées à travers l'étendue du territoire national. La ronde dans ce journal des provinces. Entre-temps, l'ONU appelle Kinshasa à respecter le droit d'expression pacifique. Invité du journal pour commenter l'actualité avec nous, Chris Mutombo. Il est du CDR, le parti de Jean-Lucien Boussa. Il est chargé, secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande. Monsieur Christ, bonsoir. Bonsoir. Oh, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Chris Mukendi. Chris Mukendi. Vous comprenez, quand on a fait la ronde à travers la Kinshasa, à un certain moment... mais bon, voilà, pour les principaux titres, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. D'abord, cette information. Le Premier ministre Bruno Tshibala vient de déposer le projet du budget de loi des finances exercice 2018 en ce moment même au bureau de l'Assemblée nationale. On lui revient dans un bref délai le temps pour nous de prendre ce qu'a été la journée dans la ville de Kinshasa. Journée ville morte ce mercredi. Kinshasa, je le disais, s'est réveillé timidement suite à l'appel à manifester des mouvements citoyens. Les activités ont tourné au ralenti. Ce matin, la circulation était peu timide, mais les boutiques et les magasins avaient ouvert leurs portes malgré le climat morose. Le dispositif sécuritaire était renforcé dans la capitale comme dans d'autres villes du pays. Le commissaire général de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, avait averti que tout rassemblement de plus de 5 personnes devait être disposé sans pitié sur ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Dans la capitale, la police indique qu'un civil a été blessé par balle et 2 véhicules Transco attaqués. Les faits ont eu lieu dans la commune de Lemba. Et après Kinshasa, toujours à Kinshasa, la capitale, nous allons maintenant faire la ronde à travers le centre-ville de Kinshasa pour voir ce qu'a été cette journée. L'ambiance était timide ce matin. Au marché central, par exemple, les magasins sont restés fermés en dehors des vendeurs sur les étalages. Ici, pas de casse, pas de trouble. La police a veillé au grain. Sur place, nous rencontrons le colonel Dani Bin Oleko en pleine opération de surveillance. Lui et ses hommes ont fait la ronde du grand marché. Colonel, bonjour. Bonjour. Quel est le constat au marché central? Évidemment, il n'y a pas de trouble. Donc, comme vous voyez, les gens sont libres, ils sont en train de vaguer dans leurs activités. Et il y a aussi du calme. Et comme vous voyez que la police est là, donc les gens aussi sont calmes. Bon, en fait, ici au marché, je pense que, bien qu'il y a du calme, mais certes qu'on a donné quand même des instructions pour éviter les gens qui sont mal intentionnés. Vous savez, ici au marché, il y a d'autres personnes là qui en profitent aussi. Chercher un peu de créer, de troubler un peu de l'ordre public et puis tenter peut-être à faire des désordres. Alors, raison pour laquelle que nous sommes là pour chercher à sécuriser nos populations. Les vendeurs ne perdent pas espoir. Certains d'entre eux attendent quelques heures pour ouvrir leur magasin. Pendant certains points. Sécurité à ma case qui est au Salada. Sécurité à ma case qui est au Salada. Merci beaucoup.
Entre-temps, au marché Sombazigida, c'est la même ambiance, quelques magasins ouverts, mais prudence pour certains, il ne faut pas encore ouvrir le magasin puisqu'on ne sait jamais. Par peur de représailles, les propriétaires de certains magasins ont préféré mettre la clé sous le paillasson. Entre-temps, le transport en commun ont servi comme d'habitude et à la cité, les magasins et boutiques sont restés fermés dans l'avant-midi avant leur ouverture en début d'après-midi. Magasins fermés également dans la circonscription de la Tchangou où nos reporters ont fait également la ronde, un constat pour voir comment là-bas on s'est réveillé ce mercredi 15 novembre 2017. Tchangou, que l'on connaît comme étant une partie aussi agitée dans un sens un peu plus propre de la capitale, beaucoup de monde. Ce matin, il n'y a pas eu les magasins sont restés fermés, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Le transport en commun peu visible, les écoles là-bas n'ont pas ouvert. Dans les grandes écoles, les pharmacies, boutiques sont restées fermées, sauf quelques étalages, ceux qui font le petit commerce. Myrte Kouba, qui a fait la ronde dans cette partie de la capitale, reviendra demain avec force détails pour commenter ce qu'a été cette journée dans la Tchangou. Et après la capitale, au Kinshasa, nous allons maintenant faire la ronde de quelques provinces principales du pays. On va commencer par le Nord Kivu. Là-bas, des activités ont été paralysées dans plusieurs villes et territoires. La police rapporte qu'un commissariat de la PNC a été vandalisé en marge de cette manifestation. Au moins 8 personnes ont été arrêtées à Kassindi alors qu'elles tentaient de manifester. Nous avons en ligne depuis Goma notre confrère Patrick Maki. 15 novembre, ça a été plus ou moins calme. Ça n'a pas été vraiment turbulent. À Goma, ce qui a été le plus remarquable, c'est que toutes les activités sont restées vraiment mortes, quasi mortes. Les boutiques n'ont pas tourné, les marchés n'ont pas fonctionné comme d'habitude. Les écoles, les universités, les instituts supérieurs n'ont pas fonctionné pour la plupart. Les personnes au niveau de l'ouest, dans la partie ouest de la ville, au quartier Ndochoku, tentaient de manifester le matin. Ils se sont amassés le long de la route, la police les a raflés. Et il y a tôt le matin vers 5 heures, les habitants de ce coin-là ont essayé un peu de s'attaquer à un sous-commissariat de la police. Ils ont détruit carrément le sous-commissariat. C'est des trucs construits en plâche. Ça n'a pas résisté et la police a dû procéder aux arrestations. Le bilan officiel fait état de 8 personnes arrêtées et ce commissariat-là détruit. Et Patrick Maki, nous avons également appris que des hommes armés ont attaqué tôt ce matin la prison centrale de Butembo et qu'il aurait un mort. Qu'en est-il exactement? Et il y a eu des présumés miliciens, des miliciens qui ont attaqué la prison centrale de Butembo tôt le matin, vers 9h, local. Ils ont voulu procéder à la libération des leurs qui sont incarcérés, qui sont détenus dans cette maison carcérale depuis quelques années. Et 3 de ces miliciens-là ont été tués. Un policier de garde a été grièvement blessé. Vous savez, la prison de Butembo, c'est juste à proximité de la mairie et du commissariat urbain de la police. Alors, l'attaque, c'est vraiment, les attaques sont récurrentes contre cette prison-là. Le dernier cas en date l'année dernière, c'était le 31 décembre, le jour où Kabila finissait son mandat constitutionnel. Il y a eu une attaque généralisée des miliciens sur la ville de Butembo et cette maison carcérale a été une cible de ces assaillants-là. Alors aujourd'hui, le
maire adjoint de Démo a dressé un bilan global de 3 militaires tués et aucune évasion n'a été signalée. Entre Goma et Bukavu, c'est 5 minutes en chaloupe. On va aller dans cette province. Justin Mwamba nous rapporte que la ville a tourné comme d'habitude. Les écoliers ont étudié normalement, les universités également. Les magasins ont ouvert tôt ce matin. Là-bas, les Bukavusiens ont refusé d'observer le mouvement de grève, disons la journée ville morte. Depuis Bukavu, Justin Mwamba. La journée était calme, les activités ont tourné normalement, les bus, les taxis, les écoles ont fonctionné, les boutiques et magasins ont ouvert les portes comme d'habitude. La plupart des gens n'ont pas accepté de suivre les mots d'ordre du Gazop et de certaines organisations qui ont voulu appuyer journée vite morte. Pour la société civile et les acteurs, même les commerçants, nous en avons trop avec des journées vite mortes parce que ce sont les peuples, les bas peuples qui en souffrent. Ces derniers estiment que l'appel de la société civile à suivre les calendriers et à multiplier d'autres stratégies est les bons appels pour la population de cette Kivu. Pendant, dans certains points, à Igui, 13 militants de Saneto et Lucha ont été interpellés par la police et amenés au cachot du territoire d'Igui, une ville qui est dans la province de Kivu, avant d'être transférés à la prison centrale d'Igui, là où ils ont passé la nuit, comme nous indique la Lucha au niveau d'Igui. Mais dans d'autres coins, comme à Uvira, à Mwenga et à Chabunda, la situation était calme dans la ville de Bukavu et aussi dans d'autres coins de la province du Sud-Kivu. Alors qu'à Lubumbashi, 7 personnes ont été interpellées et 2 véhicules brûlés selon la police. Nous avons en ligne Didier Moukalen qui nous décrit le climat qui a prévalu ce mercredi dans la capitale cuprifère. La journée s'est passée dans le calme généralement, en dépit des quelques tensions. On a eu notamment dans le quartier, dans la commune de Kenya, c'est un quartier chaud, une commune chaude qui est liée en même temps le fief de l'opposant Gabriel Kyungu-Wakmonza, qui est membre du rassemblement de l'opposition. C'est là qu'un bus privé a été brûlé le matin au niveau du marché, le grand marché de Lubumbashi. La police est intervenue et le calme est revenu. La police a été aussi largement déployée dans cette commune, mais aussi à un autre point chaud, Matsubicha, qui est à l'ouest du centre-ville de Lubumbashi. Matsubicha qui est un centre chaud pour l'opposition, notamment UDPS. C'est là que la police a établi son quartier général dimanche dernier en vue de maîtriser les tensions qui se répètent dans ce quartier-là. Il y a eu aussi un autre point de tension à l'est de la ville, d'abord dans le quartier à Bener, dans la commune de Kambemba, et 15 heures, les gens ont brûlé des pneus, et plus loin, à l'est, dans la commune de Washi, il y a eu aussi un peu de tension suite à un enfant et une fille qui a été tué la veille par des explosions qui ont eu lieu dans une carrière minière juste placée à la proximité. Notamment, la situation et le transport a été perturbé. La circulation aussi des gens, plusieurs ne sont pas sortis. La ville a fonctionné, les magasins ont ouvert, mais simplement il y avait moins de gens que d'habitude. On va terminer la ronde de province par le Kasaï central. Là-bas, la journée a démarré timidement. Tôt ce matin, les banques ont ouvert les portes. Ce sont plutôt les clients qui se sont fait rares. Depuis Kananga, Sosten Kamidi. Démarré timidement. Tout le monde observait un peu comment ça allait se passer. Mais déjà, il y avait quelques activités qui étaient visibles. Les banques étaient ouvertes. Sauf la circulation était très, très timide. C'est du côté nord de la ville de Kananga, notamment dans la commune de Katoka, où les jeunes sont sortis tôt le matin. Ils ont défié la police au niveau du bureau qui abrite le commissariat provincial. Ils ont jeté des pneus et ont brûlé, ont détalé des pneus.
La police qui était déployée dans tous les points chauds de la ville a réussi à disperser tous ces jeunes. Et en plus, il y avait aussi notre foyer de tension au niveau des lycées Kananga où les étudiants qui protestent contre la hausse des faits académiques voulaient se joindre au mouvement citoyen pour marcher, mais les comités de gestion de l'ISP Kananga étaient intervenus en dernière minute et a pu suspendre la perception des frais, ce qui a fait calmer la situation. La Lucha estime avoir atteint sa mission. Merci beaucoup à tous nos confrères des provinces pour ces correspondances. Et de retour à Kinshasa, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo avait déployé sur les terrains des éléments de la police MONUSCO pour faire le suivi de l'évolution des manifestations annoncées. La mission appelait les autorités congolaises à éviter des discours incendiaires contre les manifestants et à veiller pour que les manifestations prévues soit gérée conformément aux standards et normes du droit international des droits de l'homme. La MONUSCO a invité toutes les parties à faire preuve de retenue et à renoncer tout recours à la violence. Détail avec Félix Ilunga et Cléandor Chito. Suite à la publication du calendrier électoral qui prévoit les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales le 23 décembre 2018, les mouvements citoyens avaient appelé à la manifestation sur tout le territoire national ce mercredi 15 novembre. Conformément au mandat de la MONUSCO, la police MONUSCO veillait au grain la situation. Nous n'avons pas noté en tout cas de dégâts corporels ou matériels majeurs dans toutes les provinces du pays où nos hommes sont actuellement en déploiement. C'est vrai qu'il y a des accrochages par-ci par-là, des pneus qui sont brûlés, dans le cadre donc des réactions naturelles d'une manifestation qui se veut en tout cas assez pacifique. Et nous notons aussi un usage véritablement gradué de la force, pas de violation plus ou moins dégradante des droits de l'homme. La MONUSCO s'est refusée à tout commentaire sur la réaction musclée de la police visant à disperser tout regroupement de 5 personnes sans pitié sur ordre du gouverneur André Kimbuta. La mission a juste rappelé son message préventif tenu hier en marge de cette manifestation. Nous n'avons pas de réaction aux réactions. Vous le savez, notre mandat est celui de la protection des civils. Et dans le cadre de la protection des civils, notre action est une action de sensibilisation. Il est important aussi de prévenir toute menace contre les populations civiles. Et le message de hier était un message de prévention. Il ne doit pas être interprété de façon différente. À l'heure actuelle, la République démocratique du Congo fait partie des pays membres du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, élu le 16 octobre dernier. Le pays a l'obligation de respecter les libertés fondamentales, dont le droit de manifester. Mais ce droit implique le rejet de la violence sous toutes ses formes par les manifestants. Entre-temps, l'ONU appelle Kinshasa à respecter le droit de l'expression pacifique. Et la majorité présidentielle considère que le mot d'ordre a échoué. Le camp présidentiel estime que ceux qui ont appelé à la ville morte veulent aboutir à un dialogue politique dans l'espoir d'accéder au pouvoir par des combinaisons mafieuses. La République démocratique du Congo a environ 1,5 million de déplacés internes qui vivent dans des conditions difficiles pour répondre aux besoins humanitaires urgents dans les provinces de Nord et Sud Kivu, le Haut-Katanga et le Kasaï. 20 millions de dollars américains ont été octroyés à la RDC par le Fonds humanitaire, allocation approuvée par le coordonnateur humanitaire Yvon Idoumou, que je vous propose d'écouter ici au micro de Théodore Chitoé. Actuellement, la situation alimentaire est très inquiétante. Je rappelais tantôt un chiffre de près de 7 millions de personnes qui sont affectées par la malnutrition. Parmi ces 7 millions, il faut compter à peu près de 2 millions d'enfants qui sont sévèrement malnutris. Effectivement, dans la région du Kasaï, les violences qui ont eu lieu ces derniers mois ont entraîné
des mouvements de population qui ont fait qu'aujourd'hui, ces familles qui sont en grande partie des familles agricoles n'ont pas pu cultiver. Donc aujourd'hui, comme on le dit depuis plusieurs semaines, le Kasaï est devenu en tout cas un nouveau théâtre d'opération pour nous, que ce soit du côté des Nations Unies ou du côté des ONG nationales et internationales. La présence a été renforcée, effectivement, afin de pallier à tous ces problèmes qu'il y a en ce moment. Les facteurs qui a motivé le choix de ce show sont plutôt des facteurs d'accès physique et d'insécurité. Mais en même temps, il faut savoir aussi qu'en fait, durant toute l'année, ce sont diverses localités qui bénéficient de certains appuis de façon spécifique. Donc, le fait qu'on n'ait pas choisi Béni cette fois-ci ne veut pas dire que Béni est oublié ou occulté de nos programmes que nous faisons depuis tout le long de l'année 2017. La réalité est qu'effectivement, actuellement en RDC, il y a près de 7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et principalement dans l'est du pays. Donc quand vous prenez toute la zone qui part du Kasaï jusqu'aux provinces de l'Est, ça représente à peu près 10% de la population congolaise. Dans un autre chapitre, Deli Sesanga, président de l'Envol, propose un calendrier alternatif qui réduit de 120 jours le calendrier publié par la CENI, du moins le schéma critique. Je vous propose de suivre ce reportage. À en croire Deli Sesanga, président de l'Envol, le calendrier électoral publié par la CENI n'a pas tenu compte des orientations données par l'opposition Rassemblement. Vous savez que la CENI n'a pas organisé un processus participatif de consultation préalable à la publication de ce qui est fort regrettable. Petit souci technique, toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément. Nous y reviendrons demain avec un bon son, je voulais dire, en santé dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques prévue du 13 au 19 novembre 2017. Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a organisé un atelier à l'intention des journalistes de deux capitales le plus rapprochées du monde. C'était à Brazzaville, en République du Congo. Thème retenu, demander toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre des antibiotiques. Numérica Télévision était représenté à cette rencontre par Bienvenue là-bas. Les antibiotiques sont des médicaments utilisés contre les infections causées par les bactéries. Mais lorsqu'ils sont pris abusivement, ils constituent un danger pour l'homme. L'oratrice du jour, le docteur Laetitia Gaïmbaré, a fustigé certaines pratiques, notamment l'automédication, la prescription excessive des antibiotiques par les agents de santé. Selon elle, la résistance aux antimicrobiens peut rendre impossible les traitements des infections et certaines maladies telles que la pneumonie, la tuberculose et la gonorrhée. Chez la femme, la résistance antimicrobienne croît le risque des complications des maladies inflammatoires pulviennes, les grossesses extra-utérines et la stérilité ainsi que le VIH. Pour l'administrateur technique de l'OMS chargé de résistance aux antimicrobiens, a ajouté que l'arrêt d'un traitement et l'hygiène environnementale sont aussi les causes de la résistance antimicrobienne. L'un des objectifs de cet atelier était l'implication des médias pour la sensibilisation de la population en vue d'un changement de comportement. L'idée de la création d'une alliance des médias contre la résistance antimicrobienne a été évoquée. Rappelons que le thème de cette année était « Demander toujours conseil à un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques ». Santé toujours en prélude de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. L'ONG Médecins sans frontières, en collaboration avec ses partenaires, a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation multimédia dénommée Zwanga Bien. Traduisez, regardez-moi bien, la campagne vise à lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les PVV et encourage le public au dépistage volontaire. On va parler culture.
Qu'attendez-vous qu'on vous dise encore? C'est l'intitulé d'un recueil de poèmes écrits par 15 jeunes femmes congolaises. Cette œuvre littéraire évoque plusieurs sujets, dont la situation politique de la République démocratique du Congo et le harcèlement sexuel dont sont victimes certaines femmes. Kelly Yoka, Eric Nongala, reportage. Un nouveau titre dans le domaine de la poésie vient s'ajouter. Il s'agit de « Qu'attendez-vous qu'on vous dise encore ?» Dans cette œuvre littéraire concoctée par 15 jeunes poétesses congolaises, dont la plus jeune n'a juste que 20 ans, elle revisite de manière poétique tous les clichés faciles à coller à leur sexe et tordent le cou à moult préjugés sociaux. J'ai été contactée par l'éditeur pour former un texte et il m'a demandé d'écrire tout ce que je voulais et moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'écrire ce qui m'était arrivé, d'écrire ce qui avait au-dessus de ma conscience et d'écrire pour émerveiller et pour donner l'espoir. Je suis très émue. La poésie, je dirais que c'est le monde qui nous entoure, tout simplement. Avoir les mots qu'il faut pour savoir toucher le lecteur et voilà. Ma poésie, le grand thème, c'est l'amour. Le recueil de poésie a charmé son éditeur sur toute la ligne. Donc si j'ai choisi d'éditer ce texte, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait du talent, qu'il y avait de bonnes choses. Évidemment, c'est à elle de confirmer la promesse qu'on voit dans les textes pour celles qui écrivent pour la première fois, pour publier la première fois, pour d'autres qui sont déjà dans le bain. La clôture de la première journée de la rencontre du 5e fête du livre a été symbolisée par le baptême du livre par l'écrivaine Yolande Elabé. Chris Mukendi, notre invité, il est du courant des démocrates républicains, le parti du ministre Jean-Lucien Boussa. Vous êtes secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande. C'est un parti de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Merci. On vous catégorise comment? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais corriger. Le parti ne s'appelle pas républicain, c'est le courant des démocrates rénovateurs. Voilà, donc le CDR est un parti politique de l'opposition dont la présence au gouvernement est justifiée par la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà. Aujourd'hui, 15 novembre 2017, les mouvements citoyens appuyés par l'opposition Rassemblement ont appelé à la journée Ville Morte. D'abord, au départ, est-ce que vous avez soutenu cette journée Ville Morte? Nous n'avons pas soutenu la Ville Morte, tout simplement parce que nous pensons qu'avec la publication du calendrier électoral, l'heure n'est plus à la tergiversation. Nous devons travailler tous ensemble pour permettre à ce que l'alternance qu'attendent tous les Congolais puisse finalement arriver en RDC. Il faudra arrêter des pratiques qui pourraient encore nous éloigner de cette perspective que les Congolais attendent. Je pense qu'aujourd'hui tous les Congolais sont d'accord pour aller vers les élections et c'est la démarche dans laquelle le CDR s'est inscrite et nous ne pouvons en aucun cas soutenir une ville morte qui, en réalité, ne permet pas à la République de réaliser les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, on apprend qu'il y a un budget qui a été voté, pardon, un budget qui a été déposé, mais le budget a été déposé. Un peu plus de 10 minutes à l'Assemblée nationale. Ça veut tout simplement dire, avec le volume de ces budgets, nous comprenons que la République a un problème de mobilisation des fonds. Donc, il faudrait éviter des pratiques qui, à la place de nous aider à rapprocher l'alternance de nous, ce sont des pratiques qui, malheureusement, éloignent la perspective d'alternance. Ce sont des pratiques, finalement, qui vont amener le gouvernement, la CENI, de pouvoir organiser les élections dans le délai parce que pour les mouvements citoyens et l'opposition radicale, quand on jette un œil sur ce calendrier électoral, rien n'éprouve que ces élections, rien ne rassure au moins, que ces élections seront tenues au mois de décembre 2018. Ce calendrier est assorti des contraintes. La plus grande contrainte que le calendrier connaît, c'est la contrainte financière. Et je pense qu'une ville morte
au lieu de faire gagner à la République, fait perdre à la République des millions de dollars. Mais même si Donc, cet argent entrait dans les... même si la République faisait ces argents ou qu'on ne faisait pas des villes mortes, où va finalement l'argent de la République? Parce que Kinshasa est toujours ce qu'elle est, Kinshasa est toujours sale, les gens, les fonctionnaires ne sont pas payés finalement, même si on mobilisait, mais où va cet argent? Et donc c'est aussi l'occasion de dire stop, niet, voici à quoi doit servir l'argent de la République et amenez-nous au plus vite possible, le plus vite possible aux élections. Et je voudrais dire que la responsabilité par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa revient au gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, nous parlons du gouvernement. Ça fait partie des... Merci beaucoup. Nous parlons du gouvernement central, nous parlons du gouvernement Tchibala qui a reçu pour mission d'organiser les élections. Et je pense que pour que cet objectif soit atteint, il faut donner à ces gouvernements le moyen nécessaire de remplir la politique financière qui permettra à ce que nous puissions effectivement aller aux élections. Il y a eu ville morte aujourd'hui ou pas, Chris Mukendi? Non, mais je ne voudrais pas me verser dans les bilans entre l'échec ou la réussite de cette ville morte, mais je voudrais tout simplement dire que chaque fois qu'il y a une ville morte, c'est la République qui en sort perdante. La République en sort perdante parce que les élèves ne vont pas à l'école. Vous savez, il nous suffit encore d'avoir 10 villes mortes pour que l'année soit déclarée une année blanche. Donc, sur le plan de l'éducation, nous aurons perdu. Et vous savez que les conditions sociales de notre pays sont vraiment difficiles. Les gens mangent au jour le jour. Donc, quand les boutiques sont fermées, quand les fonctionnaires ne savent pas aller travailler, alors que les Congolais sont habitués à manger au jour le jour, je pense que la République n'a rien gagné. Demain, la vie va reprendre. Est-ce que c'est pour autant qu'il y ait élection demain? C'est pour autant que M. Kabila a quitté le pouvoir demain. Je pense qu'il faudra... Il faudra... Oui, je pense, mais je pense qu'il faudra repenser d'autres méthodes de pression. La CENI a publié un calendrier qui a sorti des contraintes. Il faut aller vers des institutions pour lesquelles les responsabilités sont établies par rapport à la rencontre de ces contraintes. Par exemple, il y a des contraintes d'ordre légal. L'Assemblée nationale doit voter une loi. La CENI a fixé des échéances. Je pense que s'il faut organiser une pression, il faut faire des pressions à l'Assemblée nationale pour qu'une loi, la loi sur la répartition des sièges, que la loi électorale soit votée dans la fourchette de temps qui a été donnée par la CENI. Il y a une responsabilité qui a été donnée au gouvernement par rapport à la mobilisation des recettes. Mais lorsque le gouvernement ne sait pas réaliser des recettes parce qu'on a ville morte, parce qu'il y a des marches, je ne pense pas que cet objectif qui est l'alternance qui est attendue par la population pourra être atteinte. Donc, moi j'en appelle à beaucoup plus de sens de responsabilité. S'il faut repenser des méthodes, je pense que la ville morte a montré ses limites, mais aussi ça ne nous aide pas à atteindre l'objectif que tous les Congolais attendent. L'aspiration profonde des Congolais, c'est d'arriver à l'alternance, avoir un nouveau président de la République, avoir de nouvelles institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée provinciale. Je crois que vous êtes au courant du calendrier alternatif proposé par l'envol qui ramène la tenue des élections plutôt que 23 décembre au mois de juillet 2018. Et pour ce parti, pour Denis Sanga, la première contrainte, ce n'est même pas la contrainte financière, c'est une contrainte politique, une question de volonté politique pour tenir les élections dans ce pays. Non, mais c'est vrai, je pense que la volonté politique y est pour tout dans les processus. S'il n'y a pas de volonté politique, même si... si elle y était, les élections... même s'il n'y a pas de volonté politique, madame, même si on prenait les présidents du rassemblement pour les mettre à la tête de la CENI, s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura pas élection. Je pense que la plus grosse erreur que la classe politique, je dirais l'opposition, avait commise, c'est de refuser d'aller au dialogue de l'Union africaine qui avait prévu les élections en avril 2018. Malheureusement, les amis qui avaient refusé d'y aller ont considéré les participants à ce dialogue, leurs pairs de l'opposition, qu'ils étaient des traîtres. Mais aujourd'hui, même les calendriers alternatifs qu'on nous propose renvoient les élections à quelle période? On nous parle des juillet.
Alors qu'il était prévu que nous ayons des élections en avril 2018, mais ils ont traité leurs collègues de l'opposition des traîtres. Je pense aujourd'hui que la République est victime des turpitudes de notre classe politique qui, je ne sais pas, pour des raisons non avouées, aujourd'hui je me pose la question si nous sommes pour ou contre les élections. Hein, un calendrier alternatif, je voudrais bien connaître ce qui est inscrit dedans pour en apprécier la teneur. Au 31 décembre, c'est donc ça le souci des mouvements citoyens, la lucha Filimbi et Sili, etc. Et le rassemblement de l'IMT dirigé par Félix Tshisekedi. Au 31 décembre, Joseph Kabila devra partir. Non, mais il faut dire que là aussi, il y a une sorte de malhonnêteté politique de la part de nos politiciens. Madame, vous savez que l'accord qui a été signé, l'accord du 31 décembre 2016, a prévu, c'est vrai, dans son premier alinéa, les élections soient organisées au 31 décembre, mais il y a aussi un deuxième alinéa qui avait prévu à ce que si au 31 décembre 2017 ces élections ne sont pas organisées, qu'il y ait une tripartite, SENSA, gouvernement et CENI, qui évalue le processus et fixer une nouvelle date à laquelle les élections seront organisées. C'est l'accord qui a été signé par les rassemblements. C'est l'accord qui a été signé par M. Vital Kamerhe, qui s'est désolidarisé des autres. C'est cet accord qui a été signé par la majorité présidentielle et la société civile. Qui est-ce qu'on veut tromper aujourd'hui? La vérité, c'est que cet accord, sur lequel tous les partis politiques avaient apposé leur signature, avait prévu une prolongation au cas où les élections ne seraient pas organisées au 31 décembre 2016. Nous sommes, 2017, pardon, je suis pour le départ du président Kabila, je suis pour l'alternance, mais je suis également, nous avons un calendrier aujourd'hui. Il n'y avait pas de perspective avant, mais aujourd'hui, il y a un calendrier qui a été publié, et je pense que l'effet pour l'opposition de rejeter ces calendriers donne encore un chèque en blanc à la majorité présidentielle pour nous amener au-delà de 2019. Aujourd'hui, ce qu'il faudra faire, il faudra accepter ces calendriers. S'il y a un piège dans ces calendriers, il faut prendre le chasseur dans son propre piège. Accepter ces calendriers, travailler à la réalisation de ces calendriers, travaillons sur les contraintes que nous pourrons minimiser pour qu'ensemble nous puissions organiser pour la première fois une cérémonie de passation de pouvoir à la tête de notre pays. Quelle est cette alternative finalement pour l'harmonisation des vues? Faudra-t-il encore renégocier, rediscuter? Non, mais je pense que les politiciens ont plusieurs manières de parler. En tout cas, pour le CEDER, nous ne soutenons pas l'idée d'un troisième dialogue qui prendrait encore du temps, parce que vous savez que les dialogues du centre interdiocésain étaient prévus pour 2 semaines, mais ça a pris 7 mois à la République, madame. Donc aujourd'hui, si nous allons à un troisième dialogue, ça sera un prétexte encore pour la majorité au pouvoir de rester et d'y demeurer au-delà de 2019. Ce qu'il faudra faire, je pense qu'il faudra être courageux. Je pense que les amis qui sont restés de l'autre côté sont en train de frapper à la porte pour demander de participer à ce processus. J'ai entendu le député Délice Sanga dire que le gouvernement est illégitime. Il faudrait un autre gouvernement. Mais voilà un point de vue qui peut être pris en compte. Hein, ça veut tout simplement dire qu'il manifeste la volonté d'aller travailler dans ces gouvernements. Je pense qu'il faudra que les acteurs politiques, les rassemblements qui sont dehors, prennent en tout cas leur courage à bras les corps et parler dans ce sens-là. Je pense qu'il y a toujours des ouvertures qui pourront toujours être trouvées. Merci beaucoup Chris Mukendi d'être venu commenter l'actualité sur les antennes de Numérica Télévision. La situation reste toujours confuse au Zimbabwe. Le pouvoir de Robert Mugabe vacille. Les militaires contrôlent depuis la nuit les bâtiments officiels et la télévision nationale. Plusieurs personnalités ont été arrêtées, dont le ministre des Finances, Ignatius Chombo, proche de Grace Mugabe, par les mutins qui demandent vouloir faire un coup d'État.
Ils ont assuré que le président Mugabe et sa famille étaient en sécurité. L'Afrique du Sud s'est prononcée. Le président Jacob Zuma s'est dit opposé à tout changement de régime constitutionnel. Cette situation intervient après que Emerson Mnangagwa, longtemps pressenti potentiel dauphin du président Robert Mugabe, dont il est un des anciens fidèles, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe, qui se trouve en position idéale pour succéder à son mari. Robert Mugabe est âgé, vous le savez, de 93 ans. En Angola, le nouveau président João Lourenço a limogé ce mercredi Isabel dos Santos, fille de l'ancien chef de l'État, de son poste de l'administrateur de la société angolaise de pétrole Sonangol. Elle a été remplacée par Carlos Saturnino, ancien secrétaire d'État au pétrole. L'annonce a été faite par les médias officiels angolais. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Retenez la principale nouvelle, c'est le dépôt du projet, du budget à l'Assemblée nationale. Environ un peu plus de 5 milliards de dollars américains, montant du budget exercice 2018 que le Premier ministre vient de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Nous y reviendrons demain, jeudi, avec plus de précision et des images à ce sujet. Nous avons reçu Chris Mukendi, il est de l'ADR, le courant des démocrates rénovateurs, chargé de la mobilisation et de la propagande. Ainsi se termine cette édition. Je vous retrouve le dimanche prochain. Très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica et à demain.